Il arrive que la technique fasse défaut. Voici la troisième fois que je reprends cette vidéo très longue, non improvisée. Alors, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Je n'en sais trop rien. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis exténué. Je suis exténué également parce que ce matin, contrairement à mon habitude, je vous offre une vidéo écrite. Je commençais à écrire très tôt ce matin, à l'aube. Et, euh, et mon vice-libraire, comme il se plaît à se qualifier lui-même, me remplace le temps que je finisse d'enregistrer ceci et que je me rende enfin à ma boutique. Mais donc, avant de poursuivre cette belle et magnifique traversée avec François Bon, son livre, après le livre, j'offre la lecture de cette vidéo à Philippe Giraud-Dossan, qui m'a fait parvenir 2 cartes postales. Je vais vous répondre, Philippe, n'ayez crainte. Les paroles restent figées sur YouTube. Et vous notiez, parce que hier soir, j'ai posté une citation tirée de ceci, sortie d'usine, de François Bon. Mais cette citation que j'ai retranscrite sur ma page Facebook et que vous avez commenté en disant que décidément, c'était le premier livre que vous aviez lu de François Bon, eh bien, cette citation-là, que j'ai réécrit, que j'ai écrit sur ma page, eh bien, je n'ai pas extrait moi-même. Elle était déjà prélevée par une auteure. Et on y trouve donc de nombreuses annotations. On y trouve des passages qui sont soulignés également. On y trouve également aussi les notes manuscrites concernant le livre. Et curiosité supplémentaire et hasard qui n'aura pas cessé de nous étonner, Philippe, ce livre-là m'a été offert il y a quelques jours avant que je ne parte pour mon camp d'entraînement de lecture. Il venait donc en lot, plusieurs cartons de livres, offert par une auteure québécoise, connue, dont je n'aurai pas ici d'identité. Comme libraire, je suis tenu quand même un minimum d'éthique, n'est-ce pas? Mais sachez seulement, vous connaissant très très curieux et très intelligent, je vous donne quand même l'indice que cet auteur-là a écrit la préface d'un livre publié au Québec d'une autre auteure, belge cette fois-ci, Claire Lejeune. Vous en savez assez ici pour réussir à trouver qui m'a offert ce lot de livres-là, dans lequel on trouvait Sortie d'usine de François Bon. Il y aurait long à dire aussi sur les annotations qu'on peut retrouver dans un livre lu. Et certains étudiants me disaient qu'il leur arrivait de ne lire que les extraits soulignés dans les livres dont ils pouvaient se porter acquéreur à ma librairie. Parce que les livres soulignés, je les vends quand même, mais je les vends pas cher. Alors aujourd'hui, pas d'impro. Pas d'impro aujourd'hui. Pas d'expérience de transatlantique. On confiera la parole au papier qui nous absoudra enfin de cette écriture mentale. Je nous raconterai aussi ailleurs comment cette écriture invisible m'a sauvé du ressassement, du ressentiment et du deuil de la perte, ayant conçu très tôt dans mon esprit un univers de mots, une trame de phrases qui m'a permis de m'échapper de ma condition. À l'inverse de ces apeurés se content des peurs, pour mettre de la distance à ce qui leur en coûte de venir, j'ai appris à donner du temps au temps. Rien ne m'étant plus urgent que ce temps à gagner, n'ayant rien d'autre à gagner que du temps. L'écriture mentale m'aura donc permis de tenir le coup, de faire du temps. Comme un homme encellulé transforme son cachot en cabinet de lecture. Je commets ces vidéos depuis quelques jours que vous avez la gentillesse et l'élégance, et faites avec une telle intelligence,
en soit que vous commentez live, en direct, sur l'une ou l'autre des plateformes numériques qui nous sont un espace réciproque, ouvert, transparent à tous, et qui s'écrit et se vit ici, maintenant, dans un libre arbitre, dans un libre jeu. Ce qui se joue là, vous l'écrivez, va au-delà de nos pommes respectives. C'est une nouvelle manière de représenter, de se représenter également, et d'assumer ce que nous sommes en train de devenir. Vous en particulier, décrivez les phases de la mutation en cours. Dans l'incendie du Hilton, vous faites apparaître un écrivain de l'ancien monde. Oh, vous n'en faites pas un personnage ridicule, vous le montrez simplement tel qu'il ne se voit pas lui-même. Il traverse les couloirs de l'hôtel Hilton, l'écrivain imperturbable, page 221, qui marche, le touriste qui se croit explorateur. Il est écrivain par toutes les pores de sa peau, mais sa persona d'écrivain l'aveugle. Borges nous a démontré que l'on pouvait écrire tout en ne voyant rien autour de soi, mais atteint de surdité, nul ne le peut. Comment alors rendre compte des voix, des écrits, des chants du monde si on ne les entend pas? Lorsque je fais des vidéos, mon filet de voix est sans filet. Exercice d'équilibriste, d'improvisateur périlleux, qui ne rattrape pas toujours à temps la note suspendue. Avec l'écriture, on fait preuve de plus de prudence, de stratégie, de retenue, mais plus d'insincérité aussi. Les artifices foissants, dans le beau style. L'auteur traditionnel, il y a ses aises. Mais avec la parole nue, qui est elle-même l'expression de l'écriture mentale, on ne peut tricher. Le bafouillement, mot mâché, révèle davantage qu'une phrase ciselée. Un être apparaît, le visage apparaît, dépouillé dans toute sa crudité existentielle. Des mots peinent à sortir de la bouche, des symptômes d'une peine ancienne, antérieure à la parole parfois. Ne parlons-nous pas de langue maternelle? Mais pourquoi ne parlons-nous jamais d'écoute maternelle? Les objets mutants nous conviennent à l'écoute maternelle. Dans l'un des passages après le livre, vous évoquez Proust, et qui paradoxalement représente pour nous tous la quintessence de l'écrivain traditionnel, en étant le dernier. La recherche bornant et accomplissant la quête, avec lui, nous étions, sans le savoir, déjà entrés dans après la littérature. Vous évoquez donc ce Proust, écoutant, justement. Page 76, je vous lis le passage. Pourtant, le téléphone et la littérature ont une histoire commune. Dites-vous, oui. Parenthèse. Tous ces écrivains qui aujourd'hui prétendent écrire des romans d'action, parce qu'au fond, peut-être sont-ils incapables de saisir les nuances d'un sentiment, saisir les nuances d'une psyché qui est parfois ballottée entre divers pôles contradictoires, la peur, le désir, la possessivité, et en même temps le détachement. Ils vont nous asséner des romans d'action, où oui, la sonnerie va se faire entendre, mais à l'autre bout de la sonnerie, on pourra peut-être entendre une voix éplorée de quelqu'un annonçant la mort de la grand-mère, justement. Et le personnage principal bondissant dans un taxi pour aller rejoindre les membres de sa famille éplorée, eh bien, cela ne nous dira rien sur le sentiment de deuil, de perte. On se contentera de dire simplement que le téléphone a sonné et que le personnage a pris le taxi. Et aussi, ce que veut nous dire ici François Bon, c'est que le téléphone a fait son entrée dans l'œuvre de Proust. Lui-même n'a pas répugné à nous décrire ce qu'il voyait autour de lui et à décrire les nouveaux objets mutants qui commençaient à se multiplier
dans son univers, qui lui-même est un univers, comme vous le savez, de bourgeoisie, d'aristocratie, pardon, en voie de disparition. Pourtant, le téléphone et la littérature ont une histoire commune, un extraordinaire passage de Proust dans La prisonnière. Où placer l'appareil pour que l'usage domestique, la commande à la poissonnerie, et l'usage collectif, il doit aussi servir aux parents, ne soit pas incompatible avec l'appel éventuel d'Albertine en milieu de nuit, même si l'appel ne viendra pas. Et cette célèbre lettre de Proust encore, qui s'est abonnée dans les tout premiers aux retransmissions en direct de l'Opéra de Paris, et qui, après une longue soirée de Lucie, debout dans son vestibule, le cornet tenu à la main sur l'oreille droite, face au mur, debout pendant 3 heures, trouve que profiter des avantages du progrès n'est pas très confortable. Et ici, François Bon d'évoquer la voix humaine de Cocteau. Qui m'a amené à poursuivre ma réflexion. Je pourrais me pratiquer à ne pas tricher, développer mes talents de comédien, apprendre à jouer avec plus de brio. Ayant appris à lire avec les yeux, j'avais tout faux. Je savais, Hemingway me l'a dit, nous écrivons par l'oreille. Mais je n'avais jamais réalisé avant la cinquantaine venue et l'utilisation quotidienne de YouTube qu'on lit avec l'oreille également. Qu'il nous est devenu essentiel de nous doter de yeux nouveaux pour écouter. Le son apprise sur le tard est révélé par une technologie nouvelle. Ici, à la page 23, ce que vous nous dites sur l'oreille, précisément. L'oreille. Outil de travail dont l'éducation est essentielle pour l'apprenti auteur. Mais, constat élémentaire, si vous connaissez la voix d'un écrivain, si vous lisez un message émanant de quelqu'un dont vous savez la voix, ce savoir interfère dès la lecture silencieuse. Hein? Un mot griffonné là, sur la table de la cuisine, on reconnaît tout de suite le rythme, le timbre, la sonorité. On aimerait entendre ces phrases-là nous offrir toute l'intensité de la voix nue. Je reviendrai aussi ailleurs sur l'importance de cette technologie dans ma vie, son incidence et l'effet que ça a eu sur ma propre conception de l'écriture et de la lecture. Vous êtes là, François, à écouter ce texte lu. Vous, en Sardaigne. Êtes-vous toujours en Sardaigne? Moi, tapis, non pas dans la librairie, terme que Montaigne nous a rendu enchanteurs et porteurs d'utopie. On y rêve encore à cette tour archétypale, se dressant encore et toujours au milieu des fracas des guerres de religion en cours. Et hélas à venir. Nous en rêvons tous à cette tour. Et je prétends que nous en avons encore besoin de cette tour, de ces dépôts de livres, de ces caches. Vous n'avez jamais écrit que ces provisions physiques, les livres, étaient périmées, comme je l'ai cru trop rapidement. Harassé par tous ces sombres prophètes, souhaitant la disparition de ce qui fait obstacle à ce monde usiné, formaté, prévisible, cadastré, mais où encore Lautréamont conserve toute sa charge explosive. Lui qui voulait, comme Sartre, le livre total, le livre fait par tous et pour tous, et que vous évoquez dans Après le livre. Sartre.
qui a mis bien du temps et qui nous en fait l'aveu dans ce livre, parfaitement fabriqué, que sont les mots, les mots, qu'il a mis toute sa vie à se débarrasser de cette névrose d'écriture. Ce livre de comédien où il monte en scène, magistral et parodique, se gaussant de la figure classique de l'auteur avec un grand A. On imagine Proust assis dans ce théâtre d'ombre où Sartre tient la vedette, applaudissant à tout rompre à cette expérience narrée du retour du refoulé, mais sous la forme clownesque cette fois-ci. Sartre ne s'était jamais caché que ce livre-là, les mots, était un livre pour faire plaisir à son public. Il voulait du grand écrivain, il leur a donné du grand écrivain. Ce public qui n'y a vu que du feu, mais qui ressentait le besoin de se cramponner au fauteuil de velours, dans ce théâtre désuet, inquiet qu'il était, ce public-là, car ne l'oublions pas, les Stones étaient entrés dans Paris. Je n'ai pas retrouvé le passage après le livre que je cherchais, où il est question de la névrose d'écriture. Je ne l'ai pas annoté. Acte de lecture manqué. L'ai-je inventé? Où il était question, me semble-t-il, François, que vous récusiez la notion de sacralité dans l'écriture, que vous aviez tourné le dos, les talons, lorsque l'écrivain imperturbable, ce triste prêtre, s'est avancé devant vous. Autre aveu, François. Mon propre père est ce poète imperturbable qui a cru, ô l'insensé, que sa propre prose rédimerait la peine éprouvée de ses enfants qu'il a abandonnés. Avec cette histoire de sacralité renversée de l'écriture, je vous invente de toutes pièces des citations. Et moi aussi, j'ai applaudi à ce passage que je ne retrouve pas dans votre livre. Ça me laisse songeur, cette omission-là. Et à la suite de cette réflexion mienne, j'ai greffé en annexe un petit commentaire concernant mon père. L'aventure de mon père et de la mienne est une sorte de folie littéraire à deux, mais différée dans le temps. Moi, au commencement de ma vie, et lui, à la fin de la sienne. Folie à deux, non synchrone, mais néanmoins en phase. À mesure qu'il s'efface de ce monde, mes pas, dans les siens, se font plus pressants, plus pesants. Il aura habité l'univers de mon enfance, fantôme. Et mon ombre se sera étendue, quant à elle, et aura dévoré sa vieillesse. On se reverra sans doute pour se dire « Ne m'attends plus ». Mon père continue de publier des plaquettes à compte d'auteur, où sont convoqués, sans fin, un Dieu d'amour et toutes ces choses qui dépassent mon imagination. J'aurais tant de choses à vous écrire, dire, ces choses-là qui vont bien au-delà de nos deux pommes décrochées, de nos arbres mutuels. On le sait, les hommes, les pommes, beau lapsus, les pommes mûres doivent être prises à même la branche. Elles ne doivent pas être tombées au sol comme la parole. Ici, je dois vous confesser, et là c'est écrit sur ma page, improvisation. Je dois ici vous confier, François, que je souffre de ce qu'on appelle un handicap qualifiant, c'est-à-dire je ne sais pas taper sur un clavier. Ce qui explique, en partie,
que je fasse des vidéos. Je me reprends avec la parole. Mais cet handicap-là qualifiant a quand même un avantage. C'est qu'il m'oblige à la concision. Il m'oblige à choisir soigneusement mes mots lorsque j'utilise un clavier. C'est écrit fin de l'improvisation. Je conclus cette capsule ballottée sur le web et dont le centre de gravité est sans cesse en mouvement lui-même. Vous écrivez page 160. On entend-tu le bruit des pages? Non, hein? Cette fluidité de la phrase au contact du monde, voilà ce qui, à nouveau, nous est autorisé à nous de copier. Mais quel exemple définitif de littérature sans livre, de convocation d'un usage privé de l'écrit pour que la littérature vienne au contact politique du monde selon une effectivité, au risque de l'éphémère et de l'oubli, que le livre ne saurait lui conférer. Exactement ce que nous cherchons dans l'écriture web. Je conclus donc par cette évocation de Flaubert, par une longue citation de Maupassant que vous avez finement prélevé, et il sera évoqué également un écrivain contemporain que nous aimons, vous et moi, mais qui n'est pas dans votre livre et qui n'appartient pas, au contraire, à l'aréopage des écrivains imperturbables, Charles Juillet. Une citation qui renvoie à la méthode de travail de Flaubert et qui me ramène à mon propre questionnement sur peut-être ce qui n'est pas un point de détail. Alors, sur ces deux citations-là, je vous dis bonjour et à la prochaine. Et vous connaissez toute la suite possible. Ma chaîne, ma librairie, et tout ça, et tout ça. Vous dites que vous l'aimez, ce texte-là de Maupassant sur Flaubert. Merci de le partager avec nous. Dans un fauteuil de chêne à haut dossier, il est assis, enfoncé, la tête rentrée entre ses fortes épaules, et une petite calotte en soie noire, pareille à celle des ecclésiastes, couvrant le sommet du crâne, laisse échapper de longues mèches de cheveux gris, bouclées par le bout et répandues sur le dos. Une vaste robe de chambre, en drap brun, semble envelopper tout entier, et sa figure, que coupe une forte moustache blanche au bout tombant, est penchée sur le papier. Il le fixe, le parcourt sans cesse de sa pupille aiguë, toute petite, qui pique d'un point noir, toujours mobile, deux grands yeux bleus, ombragés de cils longs et sombres. Il travaille avec une obstination féroce, écrit, rature, recommence, surcharge les lignes, emplit les marges, trace des mots en travers, et sous la fatigue de son cerveau, il geint comme un scieur de long. Quelquefois, jetant dans un grand plat de cuivre oriental, rempli de plumes d'oie, soigneusement taillées, la plume qu'il tient à la main, il prend sa feuille de papier, l'élève à la hauteur du regard, et, s'appuyant sur un coude, déclame d'une voix mordante et haute. Il écoute le rythme de sa prose, s'arrête comme pour saisir une sonorité fuyante, combine les tons, éloigne les assonances, dispose les virgules avec science, comme les haltes d'un long chemin, car les arrêts de sa pensée, correspondant aux membres de sa phrase, doivent être en même temps les repos nécessaires à la respiration. 1000 préoccupations l'obsèdent. Il condense 4 pages en 10 lignes, et la joue enflée, le front rouge, tendant ses muscles comme un athlète qui lutte. Il se bat désespérément contre l'idée, la saisit, la traîne, la subjugue, et peu à peu, avec des efforts surhumains, il l'encache comme une bête captive
dans une forme solide et précise. Charles Julien, page 123. Tiré de son journal Apaisement. Dans une lettre, Flaubert indique qu'il élimine les assonances qui se glissaient sous sa plume, mais il n'en donne pas la raison. Peut-être pensait-il qu'elle pouvait être considérée comme la recherche d'un effet, ce qui était à proscrire de la prose de Madame Bovary, qui se voulait neutre, objective. À moi aussi, maintes fois, des assonances me sont venues lorsque j'écrivais, mais je les ai gardées. Ce faisant, ai-je choisi la bonne ou la mauvaise solution? Je n'arrive toujours pas à savoir si une assonance dépare une phrase ou si elle lui apporte un petit plus. Plus d'un siècle sépare Juliette de Flaubert et on continue à se poser la question sur les assonances.